Alfayda FM 90.1. Merci de nous choisir pour vous informer. 12h au studio Allé Montmarlo depuis Medina Baye. Voici les temps forts de l'actualité. Inquiétude au marché syndicat de Kaolack. Les nouvelles mesures douanières sur l'importation font graisser les dents. Les commerçants invitent le ministre du Commerce à revoir la situation. L'annonce d'un nouveau règlement intérieur à l'Assemblée nationale au cœur des débats à Kaolack, des propos à suivre dans ce journal. Insécurité galopante à Kaolack, les agents de sécurité ou gardiens à la merci des malfaiteurs. Focus sur ce métier de gardiennage confronté à d'énormes difficultés. Nous irons également au tribunal de grande instance de Kaolack pour les échos de l'audience de ce mercredi dans la chronique judiciaire avec Ndeifatou Sissé. Puis l'actualité ailleurs dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens mettront fin à ce journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Fatoumata Kamara Bangoura. Avec la conduite technique de Kodusek Keneme, bonjour et encore bienvenue dans cette édition. Kaolack, c'est l'inquiétude au marché syndical et commerçants de ce lieu craignent l'application des nouvelles mesures consistant à augmenter les frais douaniers qui ne seraient pas en leur faveur. Ils demandent au ministre du Commerce de revoir la situation. Nouambiaï est allé à leur rencontre. Voici son reportage. Importer de la marchandise venant de la sous-région au Sénégal est devenu un calvaire pour les commerçants du marché syndicat de Kaolack. Ces derniers dénoncent la flambée des frais de dédouanement. Abdoulaye Seck est le président de l'association des commerçants du marché syndicat de Kaolack. Nous importons des marchandises à partir de Mali. Voilà, je viens d'envoyer 360 000 francs comme frais de quittance. En plus, je dois remettre au chauffeur 300 000 francs au minimum. Au niveau de chaque poste de douane, tu es obligé de payer sans reçu. C'est difficile. Nous chargeons 520 sacs par voyage. Abdoulaye Seck et GIE demandent au ministre du Commerce d'intervenir pour une solution rapide et convenable à leur situation. Nous demandons au ministre du Commerce de nous aider. Vraiment, 2000 francs seulement, ça suffit pour les frais. En attendant une solution définitive à cette affaire, ces commerçants vont continuer à subir ces lourdes peines. Nouambiaï, un autre temps fort de l'actualité des changements annoncés dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale avec l'augmentation des commissions et la convocation ce vendredi des députés aux séances plénières pour voter le projet de loi, un toilettage décrié par certains Kaolackois au moment où d'autres saluent le projet. Cherti Yansar. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale sera modifié pour davantage élargir les commissions, mais également se conformer aux nouvelles dispositions de la Constitution du Sénégal. Une proposition de loi a été faite dans ce sens à travers la loi numéro 12/2019, modifiant et complétant la loi organique 2002-20 du 15 mai 2002, une modification que beaucoup de Kaolackois regrettent, à l'image de Sambassar. Non, je pense que l'urgence aujourd'hui, ce n'est pas de modifier une loi. Ce qui est important aujourd'hui, c'est les lois qui sont là, que les gens les respectent. C'est ça qui est plus important. Si on modifie ces lois-là et que demain, les mêmes choses se répètent, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, les gens ont des problèmes pour faire appliquer ces lois-là. C'est-à-dire, le Sénégal n'a pas besoin de ça. L'urgence aujourd'hui, c'est quoi? C'est les lois qui sont sur place, que les gens les respectent. On ne peut pas être député et s'absenter comme on veut. C'est comme si les députés ne savent pas le travail. Pour Aboubakar Issar, coordonnateur du mouvement Fall Khalifa Sall dans le département de Kaolack, nous n'avons pas besoin de modifier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale car nous n'avons pas de dignes représentants du peuple. Nous avons là-bas des députés, mais ce ne sont pas des députés qui répondent au nom du peuple qui les a élus. Donc, je ne crois pas vraiment à cette législature. Tout le contraire du responsable politique de la paire à Kahone, Abdou Diallo, qui estime que cela permettra davantage de se conformer au texte constitutionnel du Sénégal. Que l'Assemblée nationale a invité tous les députés pour y penser, généralement apporter des réponses et des réformes concernant certains sujets, notamment
avant le poste de Premier ministre qui existait et que ça n'existe plus au Sénégal. Donc par rapport à ça, il faut des réformes. Les commissions vont passer à 14. Ensuite, combattre l'absentéisme à l'Assemblée nationale. Donc concernant ça, il n'y a pas à polémiquer de midi à 14h. Donc je félicite l'Assemblée nationale, je félicite le président Moustapha Niasse. Cette modification du règlement intérieur augmentera le nombre de commissions qui vont passer de 11 à 14 commissions, un toilettage que qualifie l'ancien député Thierno Bokoum qu'un prétexte pour annihiler les prérogatives de contrôle des députés et octroyer des privilèges à une clientèle politique. Cher Tidiane Sarr, direction face abattoir, les jeunes de ce quartier réunis au sein d'un mouvement dénoncent les mauvaises conditions dans lesquelles ils vivent. Et Sambaba porte leur parole. Il est également le président du dit mouvement. Les jeunes de Fass, ils ont montré aujourd'hui leur engagement et leur détermination pour propulser le développement de notre quartier. On sait que l'engagement citoyen, il s'agit en effet d'apporter haut et fort des solutions pour qu'on puisse travailler correctement et dans l'harmonie et aussi la solidarité. Depuis des années, jusqu'à nos jours, les habitants de Fass vivent dans des conditions difficiles. L'éclairage public est dépourvu ici. L'éclairage public est une nécessité comme tous les quartiers. Et quant à Fass, cette entreprise nous pose beaucoup de problèmes. Les voitures ne peuvent pas entrer dans ce quartier à cause des trous creusés ici. L'eau est infectée et ça risque d'amener des maladies. Nous sollicitons à l'EFAS de répondre à cette solution parce qu'il est le responsable de tous ces problèmes. Nous demandons le responsable de venir nous aider. L'éthique et le respect sont les pièces maîtresses pour un véritable changement. Et nous, les habitants de Fass, on est prêts pour apporter des solutions. Mais on ne peut pas le faire sans autant aviser les gens. D'autres difficultés des populations nous mènent dans le sud du pays à Ziguinchor. Les habitants du quartier Nema 2 ont battu les pavés ce mardi pour réclamer de meilleures conditions de vie, notamment l'accès à l'eau, à l'électricité et le lotissement de leur quartier. C'est une correspondance signée par Mohamed Sagna. Les populations de Nema 2, un quartier de la commune de Ziguinchor, réclament de meilleures conditions de vie. Elles ont déversé leur colère dans les rues de la capitale régionale. Ansoumana Maron porte leur parole. Aujourd'hui, les habitants de Nema 2 ont le cœur meurtri, étant donné que nous sommes là pour le manifester pacifiquement. Habitants de Nema 2 et la population de Ziguinchor. Il est inconcevable que depuis 1957, Nema 2 ne bénéficie aucune infrastructure sociale de base. Nema 2 est à sa 3e génération. Est-ce que c'est admissible cela? Qu'allons-nous faire? Même les femmes de cette localité rencontrent d'énormes difficultés pour se procurer de l'eau potable. Il est inconcevable qu'à Nema 2, les femmes se réveillent à 4h du matin pour aller chercher de l'eau. Même dans la saison des pluies, les femmes ont du mal à trouver de l'eau. Réfléchissons mes amis, dans la saison cesse. Chaque jour les femmes sont au puits, du matin au soir. On n'a même pas de bon puits à Nema 2. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de l'eau potable. On n'a rien à Nema 2. Regardez nos femmes, elles pillent du matin au soir. Un mémorandum a été remis aux autorités municipales qui ont promis de le transmettre à qui de droit. Ziguinchor, Mohamed Sagnan, Alfayda FM. Après avoir reçu leurs revendications à travers un mémorandum, les autorités municipales de Ziguinchor tentent d'apporter certaines précisions avant de rassurer les populations que leurs doléances seront étudiées. L'adjoint au maire de Ziguinchor, Taïbou Djedjou, est au micro de Mohamed Sagna. Le problème de Nema 2, c'est une préoccupation pour le maire Abdoulaye Baldé. Récemment, je me rappelle, dans son bureau, le problème a été reposé. Parce qu'il ne s'agit pas de lotissement, il s'agit de restructuration. S'il faut lotir, on va casser beaucoup de maisons. D'autant plus qu'il y a une chaîne d'habitation au niveau de Nema 2. Et il faut préciser qu'il y a une partie lotie et une partie non lotie. La partie lotie, c'est un domaine de la mairie, un titre foncier de la mairie que les populations ont fini d'occuper. Le maire, ne voulant pas déguerpir les occupants, a demandé de lotir et de laisser intactes les maisons. Je me rappelle en son temps, les populations ont tenu à le remercier pour cet esprit social. La deuxième partie, c'était une emprise de l'aéroport, parce que c'est un domaine appartenant à l'ASECNA. Il a fallu des négociations que le maire avait engagées avec le ministre des Transports aériens du temps d'Abdoulaye Wade. Au finish, l'État a accepté de céder cette partie à la commune de Ziguinchor. Pour restructurer, ça demande beaucoup de moyens. C'est environ 2 milliards pour le faire. Donc l'État s'est engagé de donner à hauteur de 1 milliard et quelques, et la mairie donne une contrepartie. Si ça aurait été la mairie tout court
Pour lotir, ça leur demandait peut-être une centaine de millions. La mairie aurait s'engagé et allait régler le problème très vite. Le maire ne veut pas trop de casse. Il veut maintenir la majorité des populations intactes. Raison pour laquelle on parle de restructuration. Il faudrait que les gens le comprennent ainsi. C'est normal. Quand vous vivez dans des conditions difficiles, pour avoir accès à les infrastructures de base, il faudrait d'abord que ça soit loti. Vous suivez le journal. Tribunal de grande instance de Kaolack, de jeunes vendeurs de cartes de crédit, entre autres services mobiles, à la barre pour association de malfaiteurs et escroquerie via le transfert d'argent Orange Money. L'un, en l'occurrence Mokhtar Sarr, 22 ans, a été relâché. Son co-prévenu Mokhtar Anne, lui, a été reconnu coupable d'escroquerie et il a été condamné à 2 ans de prison ferme avec des dommages et intérêts. Les détails dans la chronique judiciaire avec Ndeifatou Sissi. Je ne sais rien de cette affaire pour laquelle je comparais. Tout ce que je sais, c'est que je quitte mon village chaque jour pour venir à Kaolack travailler et rentrer, a dit hier devant le tribunal le prévenu Mokhtar Anne. Des déclarations en porte-à-faux avec les éléments du dossier qui incriminent clairement ce dernier, selon le procureur de la République qui dans ses réquisitions a indiqué en suspens qu'il n'y a aucun doute quant à la culpabilité de Mokhtar Anne dans cette affaire. Le représentant du ministère public poursuivant de déclarer qu'il ne saurait être catégorique. En ce qui concerne Mokhtar Sarr, il requérera d'ailleurs la relaxe de ce dernier. Mokhtar Anne, un arnaqueur qui en l'espace de 3 mois a fait transiter de son téléphone mobile 89 puces avec 73 victimes et plus de 2 millions de préjudices selon les réquisitions de la Sonatel, a rappelé au juge hier le procureur dans ses propos. La défense dans cette affaire orientera sa plaidoirie dans ce qu'elle a appelé les failles de la Sonatel avec son service Orange Money et qui chercherait, comme qui dirait, des boucs émissaires à travers ses clients, a dit en suspens l'avocat de la défense. Le tribunal qui a donné son verdict sur le siège suivra le procureur dans ses réquisitions en relaxant Mokhtar Sarr et en prononçant une peine de 2 ans à l'encontre de son co-prévenu Mokhtar Anne, 29 ans, reconnu coupable d'escroquerie avec le paiement de plus de 300 000 de dommages et intérêts à la victime. Lors de l'audience du TGI de Kaolack hier, un homme de 75 ans a été condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme. Il s'adonnait à la vente de chanvre indien. Ndeifatou Sissi, parlant à présent de l'insécurité galopante dans la capitale du Saloum. Face à la situation, nombreux sont les citoyens qui font recours au service des gardiens pour leur protection. Seulement, ces derniers ne bénéficient d'aucune protection, souvent dépourvus d'armes à feu. Ils sont à la merci des malfaiteurs, alors que le métier est mal rémunéré dans la plupart des cas. C'est un cri de cœur de Pape Wagé, chef d'agence d'une société de gardiennage. Il s'entretient avec Chertigan Diagne. C'est vrai que qui dit agent de sécurité dit arme. Mais c'est dommage que ce n'est pas autorisé à tous les gardiens de porter des armes. Parce que quand tu n'as pas fait l'armée, tu n'as pas le droit de porter une arme à feu. Parce que tu n'as pas fait la formation militaire, quoi. C'est dans ce sens-là qu'il y a des gardiens où on les donne des matraques, gourdins, des poignards. Ce sont les gardiens qui n'ont pas fait l'armée. Donc ce n'est pas autorisé à n'importe quel gardien de donner une arme à feu. On peut lui donner des matraques, des gourdins, des coupes-coupes, mais bien sûr. Parce que nous sommes responsables surtout, on ne le souhaite pas. Mais s'il y a un cas, par exemple, on est obligé de réagir, parce que nous sommes les responsables, les principaux responsables. On assiste la personne financièrement, médicalement. Donc quand tu as un gardien, tu l'amènes quelque part pour assurer la sécurité là-bas, tu es le principal responsable. Il faut lui donner tous les moyens nécessaires pour se protéger. Oui, c'est vrai que les salaires ne sont pas bons ici, parce que des fois tu as des amis qui te demandent un service pour garder leur maison ou bien leur magasin, mais tu ne peux pas les demander le salaire, le SMIC, parce que ce sont des amis ou bien moi, quand j'ai un contrat, j'amène le gardien, je lui dis que j'ai un contrat, on paye tant, moi je peux te payer tant. Si tu es d'accord, on travaille. Parce que c'est un père de famille, il ne peut pas rester là à ne pas travailler. Donc nous sommes obligés de prendre. Si tu ne prends pas, un autre va prendre le contrat. Et si tu continues comme ça, tu n'auras pas de contrat. Donc nous sommes obligés de prendre des contrats qui ne sont pas en règle. Et ça, c'est notre faute, parce que si nous étions un collectif
des agences de sécurité. On fixe un barème pour tout le monde. Les magasins, c'est 100 000. Les maisons, c'est 80 000. Dans ce cas, il n'y aura pas de problème pour les salaires pour les gardiens. Mais malheureusement, quand tu devais prendre un 50 000 ou bien un 80 000 là-bas, quelqu'un va le prendre. En dépit de toutes ces conditions difficiles de travail et de rémunération, les sociétés de gardiennage continuent de courir derrière les arriérés de dette avec certaines grandes sociétés de la place. Autant de choses qui plombent l'épanouissement de ce secteur, selon Pape Wadje que nous réécoutons. Nous travaillons avec la Sonacos depuis la Sénéor, au temps de Jaber, jusqu'à Pabien, jusqu'à Modiane Fada. Au temps de Jaber, la Sonacos nous devait presque 15 mois de salaire, plusieurs millions. Après Jaber, il y a Pabien qui vient, il a pu régler presque la moitié des dettes que nous avons avec la Sonacos. Donc Pabien a fait un grand effort, vraiment. Il nous a payé presque la moitié des dettes que la Sénéor nous devait. Mais maintenant, il y a Modiane Fada qui est là. Il est venu dans la dynamique de régler les dettes que la Sonacos doit aux fournisseurs. Nous l'avons rencontré, il nous a promis de payer toutes les dettes. Actuellement, je crois qu'il est à 16 milliards de dettes de la Sonacos. Il y avait presque plus de 50 milliards de dettes que la Sonacos devait aux fournisseurs. Maintenant, il est à 16 milliards. Donc, nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, il va payer les dettes que la Sonacos nous doit. On l'espère quoi. Actuellement, je crois que nous sommes à peu près 25 millions de dettes. Depuis 30 ans, nous travaillons avec la Sonacos. Donc, depuis que je suis tout petit, mon père était là-bas. Donc, je suis venu, j'ai pris le relais. On travaille avec la Sonacos depuis 30 ans, donc voilà quoi. Nous travaillons avec Jetran depuis bientôt 2 ans. Jetran, c'est une grande société française qui est là, qui travaille tous les travaux de l'État. Je ne sais pas quel problème ils ont, mais actuellement à ce jour, nous sommes à 3 mois de salaire. Mais ce n'est pas nous les gardiens seulement, mais même les employés de Jetran ne sont pas encore payés depuis bientôt 3 mois. 12 heures passées de 16 minutes au lycée Valdiodio Ndiaye, une semaine après l'ouverture des classes, des risques de perturbation de la présente année scolaire sont bien réels. C'est pourquoi le point focal de l'UNPES appelle les enseignants à s'impliquer davantage dans la formation des enfants pour de meilleurs résultats. Du côté de l'État, il invite également au respect des accords signés. Baragay que nous écoutons. Nous avons passé en revue les différents examens au niveau du CFE, au niveau du BFM, comme au niveau du baccalauréat. Nous avons passé en revue également certaines unités au niveau des universités, parce que vous savez, l'année universitaire est perturbée. Au moment où je vous parle, il y a des étudiants qui sont encore en train de faire leur cours, d'autres de commencer leur examen. Donc à ce niveau, il reste encore quelque chose. Alors par rapport à l'année scolaire, nous avons partagé avec le gouvernement par le cadre de séminaires pour faire le bilan de l'année passée. Et ce qui a été retenu est que les résultats n'ont pas atteint les attentes parce que les taux sont assez faibles. Le CFE autour de 50 et quelques %, le BFM autour de 51%, le bac à moins de 40%. Nous avons jugé que ces résultats sont insuffisants. Alors pour augmenter ce taux, il y a des dispositions à prendre tant au niveau de l'État, au niveau des enseignants, au niveau des élèves et de leurs parents. La réflexion se trouve à ce niveau et nous pensons que si les enseignants qui ont choisi délibérément d'être des enseignants, qui est un métier sacerdotal, alors je pense qu'ils doivent avoir à cœur le travail et le désir d'encadrer leurs enfants. L'État également doit respecter les accords qui ont été signés, parce que quand l'État signe des accords avec les enseignants, s'il ne les tient pas, cela peut être source de révolte et c'est ça qui sera un frein pour l'éducation de nos enfants. L'actualité de la Faïda. Avec la nuit de Laylatul Katmiya vers la dernière ligne droite dans les préparatifs prévus le 16 de ce mois, les organisateurs sont confiants par rapport aux engagements pris par les autorités qui sont attendus sur plusieurs terrains, nous dit Omar Faror Nias, président du comité d'organisation de Goudichere à Léona Niassen. Il est au micro de Chertigan Diagne. Les correspondants ont été envoyés. Nous attendons des réponses par rapport à ces correspondances. La préparation proprement dite de Laylatul Katmiya comporte une phase avant, il y a une phase pendant l'événement et après l'événement. Avant l'événement, ce que nous faisons, c'est écrire des correspondances, les adresser à qui de droit. D'abord demander l'autorisation du Khalif pour qu'on puisse prendre date et puis avoir sa bénédiction. Ça, c'est déjà fait. Ensuite, on adresse des correspondances aux autorités compétentes. D'abord au niveau de la préfecture, qui est le représentant direct de l'État, pour lui dire que la nuit est programmée
la main au 16 et que nous voulons que toutes les structures décentralisées de la région puissent y mettre leur paquet. Ainsi, nous lui avons adressé cette correspondance-là. Et à partir de cette correspondance, maintenant, la mairie dont nous attendons un appui en matériel et en logistique, surtout que nous sommes en période d'hivernage, donc il faudra se saupoudrer les lieux. Notez que Laylatul Katmiya, c'est pour commémorer l'ascension de Seydina Cheikh Ahmad Tidiane Chérif Radiallahu au degré le plus élevé de la sainteté spirituelle, prétexte pour nous de reparler de la vie et de l'œuvre du saint homme avec Cheikh Tidiane Sarr. En 1757-1758, correspondant à 1171, date de l'hégire, âgé de 21 ans, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif quitte Aïnou Mahdi, poussé par une soif incommensurable, alors célèbre cité de la science avec notamment sa fameuse université. Cette ville était aussi le lieu de rencontre de grands maîtres et saints que Seydina Ahmed Tidiane entreprit de visiter afin de profiter de leur enseignement et de leur bénédiction. Il obtint ainsi tous les diplômes lui conférant le droit d'enseigner toutes les sciences connues des musulmans de cette époque, mais sa soif ne fut pas étanchée pour autant. Ses efforts, sa crainte d'Allah et sa modestie. Un jour, il rencontra un cheikh faisant partie des gens dotés du dévoilement et qui l'incita à retourner dans sa ville natale. Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu fut aimé et respecté par ses savants pour sa grande science et sa sagesse, et à ceux qui l'interrogèrent sur l'identité du grand érudit par qui il aurait appris un si large savoir. Cheikh Ahmed Tidiane Chérif s'est affilié à plusieurs voies et a rencontré de grands walis. Après de multiples efforts, il sentit le besoin d'accomplir son pèlerinage. Ce fut en 1772 ou 1773, correspondant en 1186, date de l'hégire, alors âgé de 36 ans. Durant son voyage, il rencontra d'autres grandes personnalités telles que Sidi Mohamed ibn Abdelrahman. Après Médine et la visite de la tombe du saint prophète, Seydina Ahmed Tidiane rejoint le Caire, et durant ce nouveau séjour, Sidi Mohamed el-Khourdiou lui transmit la voie Khalwatia en lui délivrant le diplôme d'autorisation afin qu'il initie, éduque et forme ses disciples à cette voie. Vous suivez le journal. L'actualité ailleurs dans le monde sans transition nous mène en Tunisie, en Algérie, en RDC, au Niger, en Afrique du Sud et en Turquie avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En Tunisie, le candidat à la présidentielle Nabil Karoui a été libéré à 4 jours du second tour au moment où les résultats officiels confirment une victoire d'Ennahda aux législatives. Le parti religieux sera donc chargé de former le gouvernement, une tâche compliquée étant donné le morcellement du Parlement. Actualité internationale. L'armée algérienne a appelé hier à la mobilisation pour la prochaine présidentielle afin d'élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, 4 organisations locales se sont inquiétées hier de la levée éventuelle des sanctions infligées par l'Union européenne contre 14 personnalités congolaises pour entrave au processus électoral sous la présidence de Joseph Kabila. Selon ces ONG, Filimbi, Lucha, Assado et le nouveau mouvement anticorruption uni, ce serait incompréhensible de lever les sanctions sans que les personnes concernées ne soient au strict minimum légalement traduites devant la justice afin de répondre des actes graves pour lesquels elles sont accusées. Actualité internationale. RDC toujours, le sida et la rougeole menacent également ce pays où l'épidémie d'Ebola monopolise l'attention depuis 14 mois. Médecins sans frontières et l'UNICEF tirent la sonnette d'alarme. Actualité internationale. L'otage américain Jeffrey Woodkey, enlevé en octobre 2016, est en vie et en bonne santé, a assuré le président nigérien Mahamadou Issoufou dans une interview à la chaîne américaine ABC. Actualité internationale. En Afrique du Sud, des dizaines d'étrangers campaient hier au Cap devant les locaux du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés demandant à partir du pays. L'un d'entre eux, Rajab Muge Mangango, un chauffeur Uber rwandais de 47 ans, a dit à l'AFP « L'Afrique du Sud n'est pas un lieu de paix, nous ne sommes pas en sécurité ». En septembre, une vague d'émeutes xénophobes meurtrières a affecté plusieurs villes sud-africaines. Actualité internationale. La Turquie a lancé hier, comme on s'y attendait, son opération militaire dans le nord-est de la Syrie contre les forces kurdes qualifiées
de terroristes par Ankara, mais considérés par une bonne partie de l'Occident comme des partenaires clés dans la lutte contre le groupe État islamique. Quelques heures après les frappes aériennes, la seconde phase de l'assaut a commencé avec la traversée de la frontière par les forces terrestres turques. Les forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes des unités de protection du peuple, ont affirmé de leur côté mercredi soir avoir repoussé l'offensive turque. Actualité internationale. L'actualité sportive. D'abord, Antiafata pour signaler que le sport va mal dans certaines localités de cette commune. C'est le cas dans la zone de Walader. En plus d'insuffisance d'infrastructures, les ASC manquent de moyens pour se rendre à Antiafat. Elles sollicitent que leur zone soit affiliée à l'autre cave de Kaolack. Lamine Diaye porte leur parole au micro de Nouabiaye. Dans cette zone, nous avons d'énormes problèmes pour organiser des activités navetantes parce que les ASC qui sont là, ils n'ont pas de moyens pour aller à Ndiafat, là où il y a une zone. C'est la zone 7A de Ndiafat. On a un terrain de sport à Velor, c'est pas clôturé. Et vous souhaitez que ce terrain soit clôturé? On souhaiterait vraiment à ce que ce terrain soit clôturé parce que si vous voyez ici, une zone de 17 villages et tous les villages ont des ASC. Les ASC ont aussi des récépissés. Nous voulons vraiment que cette zone soit affiliée à l'ODCAV de Kaolack. Il y a certains ASC qui jouent le navetan à Ndiafat. Je pense que c'est l'ASC Sibidi de Velor et l'ASC Diamano de Bansaman. Mais cette année, si vous voyez, un seul ASC joue là-bas, c'est l'ASC de Bansaman. Parce que nous, avec les nouveaux réformes, on est confronté à un problème. Lequel? Parce qu'avec les réformes qu'on a instaurées cette année, nous n'avons pas de moyens pour y aller. Ils ont dit que si à chaque fois que l'ASC se présente à Ndiafat pour un match, le joueur qui se présente, il doit être en présence avec sa carte d'identité nationale. Parce que les enfants que nous avons actuellement, la plupart des enfants, ils n'ont pas encore de pièces pour jouer les navetans. En tout cas, ce que nous demandons à l'autorité locale, c'est de nous donner une zone ici à Walader. On a ce droit et ce devoir. Nous quittons donc Ndiafat pour retrouver Monsieur Sport de la maison. Moussa Kana, bonjour. Bonjour Fatoumata et bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec la CAF qui a décidé de faire rejouer le match Zamalek Génération Foot comptant pour le dernier tour des préliminaires de la Ligue des Champions le jeudi 24 octobre prochain au Caire. L'équipe perdante sera reversée au dernier tour des éliminatoires de la Coupe CAF avec un match aller 30 octobre et le retour le 5 novembre. Basketball. Le bus qui conduisait l'équipe d'Isaac Sport à Saint-Louis s'est renversé hier vers Géoul, une localité du nord-ouest du Sénégal. Il n'y a pas de blessés graves, mais les joueuses ont été admises à l'hôpital de Louga pour recevoir les premiers soins parce que certaines d'entre elles souffrent de contusions. Rappelons qu'Isaac Sport devait affronter le Saint-Louis Basket Club en demi-finale de la Coupe du Sénégal au stadium Joseph Gaye de Saint-Louis. Football à présent, amical Brésil-Sénégal, le coup d'envoi de ce match qui se déroulera au National Stadium de Singapour sera donné à 12h et c'est la première fois que les deux équipes vont s'affronter. Parlons du tennis. La deuxième édition du Sénégal ITF Junior va démarrer ce 21 octobre jusqu'au 2 novembre. La compétition va regrouper plus d'une centaine de joueurs. Ces joueurs qui sont à la catégorie junior 13 à 18 ans. Plus d'une quarantaine de nationalités prendront part à cet événement. Un tournoi de la Fédération internationale de tennis avec la Fédération sénégalaise de cette discipline. La compétition se tiendra à l'Olympique Club de Dakar. Ligue des champions de la CAF. Le tirage au sort a été effectué hier. Voici la composition des 4 groupes. Dans la poule A, on retrouve tout-puissant Mazembe à la RDC, Primero d'Angola, Zesco Zambie, Zamalek ou Génération Foot du Sénégal. Poule B, Al-Ahly d'Égypte, Étoile du Sahel de Tunisie, Platicium Zimbabwe, El Hilal Soudan. Dans la poule C, Wydad Casablanca du Maroc, Atlético d'Angola, USM Alger Algérie, Mamelodi Sundowns Afrique du Sud. Et dans la poule D, Espérance Tunis Tunisie, GS Kabylie d'Algérie, AS Vita RDC et Raja Casablanca du Maroc. UEFA Cup of Nations demi-finale. Hier, le Sénégal retrouve le Ghana en finale après sa victoire 2-0 devant le Mali. Rappelons que la finale est prévue ce dimanche au stade La Dior de Thiès. Retour à Kaolack pour parler du CNP avec la zone 1. Hier, Beno Ekra Sing Sing 5-0. Daradji Bakonigi 1-0. Ce soir, au stade Lamine Gueye avec la zone 3A et zone 1A. En cadet, Dekono reçoit Espoir. En junior senior, Tchossan jouera contre Parcelles. Espoir jouera contre Yakar. Avenir jouera contre Face. Voilà Fatoumata, ce qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la 90.1.
La revue de presse. L'Obs Pop Place, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin. 12 heures passées de 29 minutes et c'est Ngone Ndiaye qui s'installe pour la revue des quotidiennes Rennes. Bonjour. Bonjour. Le conseil d'administration de l'IPRES s'est réuni en urgence pour éteindre le feu provoqué par le choix controversé de Amadou Lamine Djan par le président de la République Macky Sall. Barre la une du journal Le Quotidien, selon lequel le conseil d'administration par la même occasion a enclenché la procédure d'appel à candidature qui aboutira à la nomination du directeur général. En effet, le secrétaire général de l'IPRES, Cheikh Gueye, a été nommé directeur général par intérim dans l'attente d'une nouvelle délibération du conseil d'administration qui permettra de statuer définitivement sur cette question, annonce La Tribune. L'IPRES conserve son indépendance, indique Le Quotidien et La Tribune toujours, faisant allusion aux velléités de nomination par le président de la République d'Amadou Lamine Djan à la tête de cette structure. Le journal toujours rappelle que cette situation a suscité une levée de boucliers, notamment des syndicats, lesquels faisant valoir que la désignation du DG, directeur général de l'IPRES, est du ressort du conseil d'administration plutôt que du président de la République. Le chef de l'État a dû s'y résoudre. La nomination du directeur général de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, est du ressort uniquement du conseil d'administration, contraint par l'article 27 des statuts de l'IPRES de rapporter son décret de mercredi dernier, notamment Amadou Lamine Djan. Macky Sall a vu le conseil d'administration porter hier son choix sur Cheikh Gueye, premier directeur général par intérim, souligne toujours Vox Populi. Sur ce sujet et sur d'autres, Macky Sall, entre oubli et légèreté coupable, estime Walfadjri Quotidien la grâce accordée au Guinéen Wouri Diallo sur la base d'une erreur et la violation de la procédure de nomination du directeur général de l'IPRES renseigne sur une chose: la religion du président de la République est abusée dans la prise de décision, écrit le journal. Le Soleil, quant à lui, célèbre plutôt le président Sall, homme pétrolier africain de l'année. Il succède au secrétaire général de l'OPEP, le Nigérian Mohamed Sanusi Barkindo, annonce le journal. Loin du Sénégal et loin des polémiques entretenues dans la foulée des découvertes d'énormes réserves pétrolières et gazières, de grosses pointures du secteur énergétique mondial se sont réunies au Cap en Afrique du Sud pour attester que la gouvernance du président sénégalais en la matière est d'une des meilleures, relève le journal. Libération, pour sa part, rapporte que le président Sall a procédé à d'importantes réformes dans la gestion du budget. En plus d'instaurer un budget programme, le projet de loi de finances pour l'année 2020, adopté hier en Conseil des ministres, met fin au monopole du ministre des Finances, jusque-là ordonnateur unique du budget de l'État en recettes et dépenses. Et à partir du 1er janvier 2000, annonce Libération, chaque ministre sectoriel ou président d'institution va devenir l'ordonnateur principal des crédits de son département ou de la structure. L'AS s'intéresse à la politique pure et dure et s'interroge sur les airs de troisième mandat pour le président. Un parfum de troisième mandat embaume le ciel politique, avance le journal. À travers l'opération remobilisation de l'APR lancée par le président Macky Sall devant les instances de son parti, tout laisse à croire que l'idée d'un troisième mandat est en train de prendre ferme dans la tête du chef de l'État récemment réélu. À vos kiosques et très bonne lecture. Alfayda FM 90.1. Et voilà, c'est tout pour ce 12h. Merci à Ngone Ndiaye Rennes. À noter que l'information revient à 13h en Wolof avec Ndé Radisadio. Tout de suite, le rappel des titres. Inquiétude au marché syndicat de Kaolack. Les nouvelles mesures douanières font grincer les dents. Les commerçants invitent le ministre à revoir la situation. L'annonce d'un nouveau règlement intérieur à l'Assemblée nationale au cœur des débats à Kaolack. Des propos étaient dans ce journal.
Insécurité galopante à Kaolack, les agents de sécurité ou gardiens à la merci des malfaiteurs. On a fait focus sur ce métier de gardiennage confronté à d'énormes difficultés. Nous étions également au tribunal de grande instance de Kaolack pour les échos de l'audience de ce mercredi dans la chronique judiciaire. L'actualité ailleurs dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens ont mis fin à ce journal. Une édition réalisée par Ndeifatou Sissé. Sous la conduite technique de Koduseka Keneme, nous vous disons merci de votre fidélité à la 90.1. Le journal Fatoumata Kamara Bangoura.